En septembre 2015, Angela Merkel étonna l'Europe en ouvrant les frontières de l'Allemagne aux réfugiés. Deux jeunes partis d'extrême droite, Pegida, le parti contre l'islamisation de l'Occident, et l'AfD, Alternative für Deutschland, réagirent avec dureté. 2 ans après, 92 députés AfD entraient au Bundestag. Choc. Caroline Emke, philosophe et journaliste, observe et analyse dans son essai « Contre la haine, plaidoyer pour l'impur » la progression d'un repli identitaire qui excède les partis populistes xénophobes et infiltre les mentalités. Face à elle, le philosophe François-Xavier Bellamy, espoir de la droite traditionnelle française, ne partage pas ses idées. Son livre remarqué « Les déshérités » affirme la nécessité d'une identité nationale qui passe d'abord par l'école et la culture. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, avait déclaré dès 1990 Michel Rocard, célèbre homme de gauche, alors Premier ministre. La fin de sa phrase « mais elle doit en prendre fidèlement sa part » n'était pas très claire. Il précisa donc qu'il voulait parler de responsabilité. Aujourd'hui, et encore plus demain, les flux migratoires interrogent nos démocraties. La politique européenne d'asile est menacée d'implosion. Mais en dehors des inquiétudes et des arrangements ponctuels, à quand de grands débats publics sur cette urgence? Chaque génération et chaque époque s'efforce de trouver les meilleurs mots, les mots les plus appropriés. Et tous les mots portent en eux l'histoire de leur utilisation. Actuellement, nous parlons plutôt d'arrivants au lieu de réfugiés, parce qu'un arrivant est une personne qui a certes fui une fois, mais qui est désormais arrivée, alors que le terme réfugié laisse entendre qu'on est en fuite en permanence. Et en ce moment, nous avons une sorte de consensus là-dessus. Nous parlons plutôt d'arrivants, ou bien de migrants quand nous essayons d'employer un terme plus général. Cela n'explique pas pourquoi une personne a immigré, mais pointe seulement le fait que celle-ci s'ajoute. Autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait d'immigrants, et maintenant on parle de migrants. Caroline Emke, en réalité, nous dit que ce sont des arrivants, c'est-à-dire qu'on a fini de renverser la chose. Ce qu'on oublie, c'est que ce sont effectivement des gens qui sont arrivés, mais ce sont surtout des gens qui sont partis. Et ce qui serait très grave, en fait, c'est que dans cette propension à l'universalisme, nous finissions par nier la nécessité de cet enracinement particulier, de ces familiarités qui nous ont fait être humains. Parce que c'est une violence terrible. Et c'est cette violence que nous causons si nous disons aujourd'hui « toutes les portes sont ouvertes, venez ici ». En promettant un Eldorado, nous créons du déracinement à grande échelle. Et donc, nous créons de la tragédie à grande échelle. Je suis d'accord avec Caroline Emke pour dire qu'on ne peut pas décrire les hommes comme des migrants au sens où ils pourraient être déplacés à volonté selon le gré de nos besoins, de nos caprices ou même d'ailleurs de nos meilleures intentions. Il me semble qu'il faut diviser en 2 phases la gestion des arrivants par Angela Merkel. D'abord, celle dans laquelle elle a décidé de ne pas fermer les frontières. On confond toujours. On dit toujours qu'elle a ouvert les frontières, mais en réalité, elles étaient ouvertes. Elle a simplement décidé de ne pas les fermer. Ensuite, il y a eu tout un tas de durcissements du droit d'asile. Il y a plutôt eu une politique de repli sur soi. Il y a eu un arrangement entre l'Union européenne et la Turquie que, pour ma part, je trouve plus que discutable. Il faut donc juger différemment Angela Merkel dans ces 2 phases. Je crois qu'elle est généralement perçue comme une personne très généreuse quand on regarde la première phase. Et on oublie bien volontiers que la politique qui a été appliquée quelques mois plus tard s'appuyait beaucoup plus sur le repli et l'isolement que ce que l'on dit communément. Sehr viel stärker auf Abschottung und Abgrenzung gesetzt hat, als das gemeinhin diskutiert wird.
Il me semble que ce que Angela Merkel a proposé dans ce qu'il a été convenu d'appeler la crise des migrants, en employant donc ce terme, la décision qu'elle a prise était certainement animée par les meilleures intentions du monde, mais elle mérite d'être discutée pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que le geste d'ouverture qui a été annoncé ne peut que déclencher le désir de partir chez beaucoup d'autres personnes à travers le monde entier. Or, ce qui est un Eldorado à leurs yeux se révèle bien souvent un enfer, un cauchemar, dans un contexte de déséquilibre économique profond. Et l'Allemagne, malgré ses performances remarquables, n'échappe pas non plus totalement à cette difficulté. La deuxième difficulté, c'est que, en réalité, nous le savons bien, malgré ses bonnes intentions, il y a aussi une forme de calcul. Et ce calcul, lui aussi, mérite d'être discuté. L'Allemagne a de véritables difficultés liées à sa pyramide des âges. Elle a des difficultés qui seront donc liées à l'évolution de son marché de l'emploi. Ce serait un égoïsme terrible que ce message d'accueil nécessaire envers ceux qui sont en danger se transforme en calcul intéressé pour accueillir chez nous une force de travail si nécessaire à la reconstruction et au développement des pays qui, dans le monde, n'ont pas encore atteint le niveau de prospérité que nous connaissons aujourd'hui. L'Europe, dans son esprit initial, reposait sur le principe de libre circulation des travailleurs, un idéal d'ouverture dans les années 50. Mais lorsque les flux migratoires dépassent les frontières européennes, cela se complique. Dans les années 80, les États qui étaient traditionnellement des pays d'émigration en Europe, comme l'Espagne, l'Irlande ou le Portugal, deviennent des pays d'immigration, de populations d'Afrique ou d'Asie. Le nombre de demandeurs d'asile explose au début des années 90, notamment à cause des guerres en Irak et en ex-Yougoslavie. Les migrants fuient des conflits de plus en plus nombreux, des conditions économiques, et leur nombre grossira encore avec le réchauffement climatique. Plus que jamais se pose, hors des intérêts électoraux, la question des possibilités d'accueil que nous leur réservons en Europe. Les ententes avec les pays de passage comme la Turquie ou la Libye semblent bien aléatoires. Menschen fliehen vor Krieg und Zerstörung, Menschen fliehen vor Les gens fuient la guerre et la destruction. Les gens fuient à cause des déplacements de population et de la maltraitance. Les gens fuient la famine. Ils fuient la misère due aux conséquences climatiques. Et comme l'ont révélé les statistiques, l'Europe n'est pas du tout la plus affectée par ces mouvements. Il y a bien plus de pays en Asie qui ont accueilli beaucoup plus de migrants que l'Allemagne ou la France ou l'Europe. Ceux qui nous rejoindront demain sont ceux qui sont capables de partir, ceux qui sont capables de voyager. Et ce sont souvent, par conséquent, ceux qui sont, dans leur force de l'âge, capables d'apporter le plus au pays dans lequel ils sont. Ceux-là, précisément, s'ils ne sont pas en danger. Nous devons pouvoir leur dire que leur place est là où ils seront utiles à leur propre pays, à ce monde familier qui est autour d'eux et dans lequel ils peuvent aussi construire leur vie d'une façon bien plus heureuse qu'en allant courir derrière les miroirs que nous leur tendrions par intérêt ou par bonne conscience. Ich habe natürlich dieses Buch über den Hass geschrieben. J'ai écrit ce livre sur la haine en tant qu'Allemande, donc en tant que personne qui réagissait aux évolutions en Allemagne. Des évolutions que d'autres pays européens, comme peut-être la France, ont connues plus tôt. Et pour moi, en tant qu'Allemande de ma génération, c'était impensable que l'on puisse de nouveau s'exprimer ainsi dans l'espace public. Que le racisme et le ressentiment puissent avoir une sorte de normalité et qu'ils puissent même s'établir à des niveaux de la société très différents. Il ne s'agissait plus seulement de phénomènes marginaux. La haine et le ressentiment ne s'expriment plus en cachette. Mais en ce moment, en Allemagne, nous trouvons aussi des positions extrêmes au sein du centre politique. Extrempositionen, die sich in der Mitte wiederfinden. Comment comprendre ce contre la haine? D'abord, il y a une chose toute simple qu'on peut dire, c'est que du pur point de vue de la logique, pour que ce titre ait un sens, il faudrait qu'on trouve des gens qui vraiment veuillent défendre la haine. Or, qui défend la haine, honnêtement? Il y a une espèce d'incohérence, d'auto-illusion qui est satisfaisante, évidemment, pour l'intelligence. D'auto-illusion qui consiste à croire que tous ceux qui sont en face de nous sont des monstres. C'est évidemment le danger qui nous guette lorsque nous regardons peut-être les immigrants comme ces êtres étrangers que nous ne voulons pas voir ou que nous ne voulons pas accueillir. Évidemment, le grand danger serait de les regarder comme des monstres. Mais dans le débat politique aussi, ce danger existe.
Et penser que sur la question de l'immigration, une question tellement complexe, tout désaccord suppose une monstruosité, ce serait nécessairement rentrer dans une forme de folie politique qui ne peut conduire qu'à un affaissement démocratique majeur. Ich glaube, man kann sagen, dass es in Deutschland zumindest immer ein ganz bestimmtes gesellschaftliches. On peut dire qu'il y a toujours eu en Allemagne un segment bien déterminé et invariable de la société dans lequel il existait des positions racistes, antisémites et islamophobes. Il a conservé à peu près la même proportion à travers les époques. Ce qui a changé, c'est sa nature. La haine et le ressentiment se manifestent aujourd'hui beaucoup plus souvent au centre de la société. On les exprime avec beaucoup moins de honte, avec plus d'assurance et sans complexe. Sehr viel ungehemmter artikuliert. Und das heißt, wir können sagen, wir erleben. Nous vivons ce qu'on peut appeler une détabouisation de certaines positions qui étaient autrefois plutôt réprimées en Allemagne par un certain consensus social. Je peux vous donner un exemple concret, car je l'ai vécu personnellement. J'ai toujours reçu du courrier de personnes qui m'ont attaqué, critiqué ou menacé. Avant, c'était des lettres anonymes, mais aujourd'hui, elles indiquent le nom et l'adresse des expéditeurs. Je ne crois vraiment pas que ce qui caractérise les sociétés occidentales aujourd'hui soit d'abord la haine de l'autre. Je ne crois absolument pas à cette idée, d'abord parce que nous le voyons bien, les sociétés occidentales sont incroyablement résilientes devant les transformations qu'elles vivent aujourd'hui et qui les traversent. Quand on pense à l'expérience du terrorisme, à la violence inouïe qu'il représente, on ne peut que s'étonner et s'émerveiller que nos sociétés, globalement, demeurent si paisibles, si respectueuses, demeurent si ouvertes, et elles le sont authentiquement. Et si vraiment les sociétés occidentales étaient traversées par la haine, si vraiment la société française ou la société allemande était traversée par la haine, alors sans doute la réaction ne serait pas de cette nature et on pourrait s'en désespérer. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, et il faut savoir le reconnaître. La Convention de Genève, signée le 28 juillet 1951 sous l'égide des Nations Unies, définit les conditions du droit d'asile. Ainsi, le statut de réfugié est accordé à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve en dehors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Chaque État peut adapter la Convention à sa propre loi. En France, elle est interprétée dans un sens plutôt restrictif. Il faut avoir été persécuté et pouvoir le prouver, ou du moins avoir convaincu les juges pour obtenir le statut de réfugié. La question serait donc, cet exilé m'a-t-il convaincu qu'il était un véritable réfugié ? L'Allemagne, en revanche, a publié le texte international comme loi nationale et ne l'a donc pas réinterprété. L'Europe n'a pas encore de loi commune en matière d'immigration et d'asile. Natürlich kommt es zu Konflikten in Gesellschaften mit. Bien sûr, il y a des conflits dans toutes les sociétés, avec des personnes de pays d'origine différentes, de religions différentes ou de convictions culturelles et politiques différentes. Je ne nierai jamais que la pluralité ou la diversité puisse générer des difficultés ou des défis. Évidemment, tout le temps. Mais cela fait partie des tâches de la vie en communauté. Il ne s'agit pas de contester qu'il y aura des conflits, mais de dire que la haine et le ressentiment, fondés sur la différence ou la divergence de la norme, sont absolument inacceptables. Qu'est-ce qu'on appelle le multiculturalisme ? Le multiculturalisme, c'est l'idée qu'en réalité, il faudrait se défaire de ce pluralisme culturel, c'est-à-dire essayer de construire une société dans laquelle il n'y ait plus rencontre entre des cultures identifiées comme telles, mais une espèce de mélange global. C'est le rêve de la mondialisation, le rêve du village global, c'est-à-dire le rêve de la fin des cultures, de la fin des frontières, de la fin des identités. Mais si on proclame la fin des identités, on proclame simultanément la fin des particularités culturelles et donc la fin de cette diversité. Le grand paradoxe, c'est qu'il n'y a pas moins tolérant que le multiculturalisme dans cette version-là, si vous voulez. C'est-à-dire que moi, je crois, oui, vraiment que la pluralité culturelle est une richesse. Mais pour cela, encore faut-il que nous sachions affirmer qu'il y a bien une diversité de cultures. Et ça suppose d'affirmer aussi
de façon tout à fait paisible qu'il y a une culture française. Verschiedenheit oder Vielfalt wird als Bedrohung beschrieben. La différence ou la diversité sont décrites comme une menace. Et on invente, on imagine ou on fantasme des communautés qui devraient être les plus homogènes possibles. Et tout ce qui diffère de cette identité supposée ou construite est dénigré ou exclu, ou dépeint comme une altérité menaçante, monstrueuse et démoniaque. Ja, als bedrohliches, monströses, dämonisches anderes konstruiert. Dans ce sens, la haine joue un rôle énorme dans la constitution de soi, dans l'affirmation de son propre peuple, dans l'affirmation de sa propre nation, dans l'affirmation de sa propre théorie de la pureté. Il y a une espèce d'échec collectif dans le sentiment qu'au fond, parce que la société est multiculturelle, nous devrions nous abstenir de nous poser la question de la justice. Cette faillite collective que nous avons malheureusement entretenue en laissant se constituer dans nos propres sociétés, dans nos propres pays, en Europe en particulier, ce qui est devenu progressivement les foyers de l'islam intégriste et du terrorisme. Cet islamisme, il a prospéré à la faveur de nos faiblesses, qu'il sait parfaitement utiliser. Et le relativisme contemporain qui, sur le fond du multiculturalisme, se veut respectueux, tolérant, en fait, c'est petit à petit montré indifférent à ce qui pouvait être le plus grave, le plus insupportable. Je pense en particulier à l'oppression exercée à l'endroit des femmes, à l'endroit des jeunes filles. Wenn man sich sozusagen die Rhetorik und auch zum Teil En ce qui concerne la rhétorique et la stratégie de groupes islamistes radicaux et de groupes d'extrême droite, il faut d'abord les différencier du point de vue de leur potentiel et de leurs actes de violence. Mais il y a effectivement certaines similitudes idéologiques et structurelles. Les stratégies idéologiques de l'État islamique et de l'extrême droite, propageant un dogme de la pureté. Ce que tous deux ne supportent pas idéologiquement, c'est la pluralité. Ce que tous deux rejettent, c'est la coexistence de différentes religions et origines. On connaît le mot fameux qui décrivait le risque du choc des cultures ou du choc des civilisations, la théorie d'Huntington. Moi, il me semble que dans notre pays, en tous les cas pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et tel que j'ai pu le voir comme enseignant moi-même, le principal danger était d'abord le choc des incultures, c'est-à-dire lorsque vous avez dans certains quartiers des jeunes qui, pour la moitié d'entre eux, sont en très grande difficulté dans la maîtrise même de la lecture, vous ne pouvez pas ne pas comprendre que la violence soit omniprésente. Parce que lorsqu'une culture s'écroule, bien, ce qui reste de l'effondrement d'une culture, c'est l'autre de la culture, c'est-à-dire une forme de barbarie. Elle prend la forme du terrorisme, elle prend beaucoup d'autres formes aussi qui sont bien plus quotidiennes et bien plus insidieuses d'ailleurs. La pluralité des cultures est un trésor magnifique qu'il faut savoir admirer dans les cultures des autres qui méritent d'être connues et dans notre propre culture qui est la condition pour que cette pluralité soit reconnue en tant que telle. Es gibt eben diese alte Idee von der Parousia, von dem Wahrsprechen. Il existe cette ancienne idée de la parousia, le dire vrai, qui réapparaît chez Michel Foucault. Elle consiste à dire qu'on a besoin de gens qui contredisent le dictateur. Dem Diktator widersprechen. Ich glaube, dass wir permanent uns in Situationen wiederfinden, ob in der Familie oder in der Schule oder im Sportverein. Nous nous retrouvons en permanence dans des situations, que ce soit en famille, à l'école, dans un club de sport ou au travail, dans lesquelles nous rencontrons les mêmes schémas de haine et de racisme. Car ils ne sont pas seulement exprimés en privé, mais ils se manifestent parfois aussi dans les lois, dans les institutions, dans les pratiques institutionnelles. Zeigen, in Institutionen eingelassen sind, in institutionelle Praktiken eingelassen sind. Es ist eine bestimmte Form von Normalisierung eingetreten, mit der Il s'est produit une certaine normalisation qui nous permet de déguiser des positions racistes en des préoccupations légitimes. C'est là qu'on a besoin de dire la vérité, de contredire, de risquer parfois aussi de se retrouver isolé.
allein dasteht, dass man isoliert dasteht. Sur le racisme d'État ou l'expression de racisme d'État, je crois que là, pour le coup, il faut dire les choses avec franchise et je me permettrai une certaine sévérité. Je suis enseignant du public, je travaille en lycée avec des centaines de milliers de collègues. Je suis animé par le désir de faire réussir des élèves, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur identité. Et parler de racisme d'État, à moi qui suis un fonctionnaire d'État, c'est me dire que je sers un État qui entretient un apartheid. Ce sont des mots extrêmement graves. Notre système scolaire est profondément inégalitaire. Et c'est vrai qu'il rend victime de sa faillite d'abord des jeunes qui sont issus de l'immigration. Mais ça n'a rien à voir avec un racisme d'État. Ça a tout à voir avec la faillite de notre propre éducation, avec la faillite de notre transmission culturelle. Et c'est non pas en apprenant à ces jeunes à détester leur pays d'adoption que nous allons les aider à s'en sortir, mais c'est au contraire en leur apprenant de nouveau à l'aimer pour leur permettre de lui apporter chacun leur contribution. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus d'1 million de personnes sont arrivées en Europe en 2015. Elles sont venues en large majorité de Syrie, d'Afghanistan et d'Irak. En 2016, les arrivées par la mer étaient de plus de 363 000 et de 24 000 par les routes terrestres. L'afflux a atteint un niveau record en 2016 sur les côtes italiennes, avec plus de 180 000 arrivées. Plus de 1,2 million de demandes d'asile ont été recensées dans les pays de l'Union européenne en 2016, presque autant que les 1,26 million de 2015. L'Allemagne est toujours de loin le pays où le plus de nouvelles demandes ont été enregistrées, devant l'Italie, la France et la Grèce. Also nehmen wir mal Frankreich als Beispiel, haben Politiker geglaubt, dass sie auf Prenons la France pour exemple. Les politiciens ont cru qu'il était bon de réagir à des mouvements de populisme de droite, à des mouvements qui font appel à des sentiments obscurs, en devenant encore plus obscurs et populistes. Nous avons vu en France que cela ne fonctionne pas. On ne peut pas combattre le populisme en devenant soi-même populiste. On ne peut pas combattre cet appel à des sentiments de haine les plus profonds en devenant plus simpliste ou plus bête. Dadurch, dass man sich selber verschlichtet oder selber verdummt. Ich glaube, das Heikle ist nur, dass wir zurzeit vor allem demokratische Unwillensbekundungen. Ce qui est délicat, c'est qu'en ce moment, nous faisons surtout face à des manifestations de mécontentement démocratique. Les gens expriment essentiellement des protestations. Ils utilisent souvent des techniques qui attisent la peur. Ils produisent des fantasmes. Ils fabriquent des histoires et affirment des choses qui n'ont tout simplement rien à voir avec la réalité. Behauptungen aufstellen, die einfach mit der Realität nichts zu tun haben. Est-ce qu'il y a trop d'émotions dans le discours politique aujourd'hui ? Je ne crois pas qu'on puisse faire de la politique sans émotion. Ce serait d'ailleurs absolument terrible. Et si on reprend la question de l'immigration, c'est une question qu'il serait inhumain de traiter sans émotion. En revanche, ce qui est certain, c'est que si nous voulons conduire une action politique qui soit juste et droite, alors nous avons besoin non pas seulement de l'émotion, mais aussi de la raison. Est-ce qu'il faudrait fixer des quotas d'immigration ? Comment faire avec cette question ? Être français aujourd'hui, être allemand aujourd'hui, c'est vivre dans une maison où l'on vit bien, où la paix règne, vivre dans une maison où chacun a à peu près de quoi satisfaire ses besoins, pas de façon parfaite bien sûr, mais au moins à peu près. Et c'est nécessairement devoir dire à des gens qui sont en dehors de cette maison et qui de toute évidence vivent dans des conditions de très grande difficulté, que nous ne pourrons pas tous les accueillir. Parce que si nous les accueillons tous, cette maison dans laquelle nous vivons bientôt, elle n'aura plus rien à donner à personne. Je n'ai pas le gène du pessimisme. Il me fait tout simplement défaut. Je suis plutôt persuadée que les conflits font partie de la démocratie, mais que nous disposons aussi des conditions nécessaires pour les traiter et les négocier. Il y a bien sûr parfois des moments dans lesquels je me sens impuissante ou découragée,
Mais à la base, je suis plutôt optimiste. Je pense que l'optimisme, d'ailleurs, est une forme d'aberration dans la mesure où l'optimisme consiste à s'auto-persuader que tout va aller pour le mieux. Le pessimisme est tout aussi aberrant dans le sens qu'il consiste à s'auto-persuader que tout va aller de mal en pis, mais je ne serais pas très optimiste de nature et je pense que l'optimisme est surtout une manière de nous défausser de notre responsabilité devant le monde dont nous héritons. Et ce qu'il y a de merveilleux dans la culture, c'est que, contrairement aux héritages matériels que nous transmettons dans une famille, cet héritage immatériel, il s'augmente à force d'être partagé. Il ne se diminue pas dans le fait d'être divisé. En revanche, j'ai une immense espérance parce que l'espérance, c'est ce qu'on peut rencontrer quand on n'a pas de raison d'être optimiste. Parce que la rencontre avec les élèves m'a fait toucher du doigt que oui, nous avons encore, pour le coup, raison d'y croire. Raison de croire à la transmission, à sa fécondité, à sa force. Ich glaube, in der Tat ist es eine riesige, nicht einfache Aufgabe. Je crois que c'est effectivement une tâche immense et difficile d'accueillir autant de gens qui arrivent chez nous, de leur donner une maison et de créer une bonne coexistence. Je crois que cela va prendre du temps, qu'il va falloir être patient avec nous-mêmes en tant que société, patient avec ce processus d'apprentissage, mais aussi avec ceux qui sont venus chez nous. 2098, certains trouvent la Terre beaucoup trop peuplée. Ils débarquent sur Mars et comme ils ne ressemblent pas aux autochtones, on les traite comme des réfugiés. Squaridés, c'est fini pour aujourd'hui. Faites-vous de nouveaux amis.